bonsoir tout le monde. Alors je vais baisser un peu la musique du film, enfin la musique du film, ça commence déjà mal. La musique de fond qui est la BO de SimCity 3000, SimCity 3000 Unlimited, SimCity 4 et SimCity 4 Rush Hour pour m'accompagner pendant à peu près 4 heures de FAQ éventuelle. C'est vrai que c'était long la dernière fois, mais il n'y a pas de raison que cette fois-ci ce soit moins long. Écoutez, deuxième partie de FAQ de 2017. Je vous remercie d'être présent et je pense que plein de gens vont nous accompagner au fur et à mesure de la soirée, comme ça avait été le cas la fois précédente. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc vous avez la première partie en ligne désormais. Vous pouvez poser les questions sur le chat. On va revenir sur 2-3 points avant, mais vous pouvez déjà commencer à poser vos questions dans le chat, ou éventuellement, si vous ne pouvez pas rester ou je ne sais trop quoi, vous pouvez poser vos questions dans les parties en ligne de la FAQ et j'y répondrai dans la prochaine partie en live. On avait fait ça la dernière fois, l'année dernière, et ça avait bien marché. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Oui, vous avez pu voir que la première partie des FAQ, elle ne fait pas 4 heures, parce que le dernier live avait fait 4 heures. C'est quand même assez lourd, 4 heures, et moi je me suis dit que si on pouvait enlever 2-3 choses, j'allais pas me gêner. J'ai enlevé ce qui concernait le CLCF, c'est-à-dire l'école où j'ai travaillé, non pas parce que je veux garder leur réputation et tout ça, c'est que j'étais passé il y a peut-être 1 an et ils avaient sacrément changé leur façon de procéder. Donc moi je voudrais pas qu'il y ait des gens comme ça qui cherchent des informations sur l'école qui tombent sur cette vidéo et en fait qui se fassent un avis sur un programme, une méthode, des professeurs et ce qui est enseigné, qui n'est pas du tout ce qui est proposé actuellement dans l'école. Donc moi je me suis dit voilà, c'est peut-être mieux que j'enlève ça. Pour les gens qui ont été en live, voilà, on a discuté de ça, mais pour ceux qui vont voir la vidéo par la suite, c'est peut-être mieux que je l'enlève. Et aussi bien sûr beaucoup de questions qui n'ont pour ma part pas grand intérêt, ou les questions philosophiques là de Silver qui est de nouveau là, n'est-ce pas? Alors très bien, en live on peut déconner, on peut s'amuser à poser des questions comme ça et tout ça, j'y réponds pas, mais bon, c'est quand même une FAQ qui est consacrée, enfin en tout cas le contenu que je veux laisser sur la chaîne en FAQ, voilà, je le formule comme ça, c'est quand même quelque chose qui doit être majoritairement tourné vers le cinéma. En tout cas moi c'est ce que je voudrais. Donc les questions qui sont vraiment trop hors sujet, ou qui sont trop intimes, que je juge trop intimes, je les enlève pour la rediffusion. Voilà, donc que ça ne vous bloque pas quand vous venez me poser ou écrire des choses, des remarques ou quoi que ce soit là dans le chat, en live, mais ne soyez pas surpris si à la rediffusion, il n'y a pas ce qu'on a dit. Voilà. Donc ouais, c'est un choix éditorial, vous pouvez dire ça comme ça si vous voulez, mais je trouve que le résultat est plutôt bien et c'est plus digeste, 1h30 que 4 heures. Même s'il y en a que ça ne gêne absolument pas, et généralement les gens qui sont sur cette chaîne, qui me suivent, sont des gens qui peuvent encaisser 4 heures de commentaires. Donc ça je me fais aucun doute dessus, mais pour moi c'est peut-être plus agréable de faire une vidéo d'1h30 que balancer le truc de 4 heures avec plein de pauses, de petits trucs où je me perds moi-même, enfin voilà. Et puis des fois ce qui arrive aussi, et c'est là où c'est bien de remonter par la suite le live, c'est que je passe sur d'autres questions, après je reviens à une question précédente parce que j'arrive à la conversation qui lui était consacrée. Donc là, avec le remontage, je peux mettre tout ce qui concerne une question ensemble, et ça c'est plutôt pratique, plutôt qu'avoir une réponse un peu parsemée un peu partout dans le live, voilà. Alors j'ai dit que vous pouvez encore me poser vos questions, mais attendez, on va faire 2-3 trucs avant. Une chose que je fais à chaque FAQ dans l'année, c'est qu'on va voir en revue des films de 2018 qui ont été annoncés, et certains même ont des bandes annonces déjà. Alors je ne dis pas que ce sera forcément dans l'ordre chronologique, mais il y a quelques titres quand même qui ont été annoncés. Après des fois il y a des films qui sont annoncés qui n'arrivent que l'année encore suivante. Bon, ça commence avec 2 films que moi j'attends beaucoup, peut-être que vous aussi. Ce sont des films qui ont un univers japonisant, le premier étant Godzilla Monster Planet, qui est un film Netflix qui reprend le monstre mythique de Godzilla, qui a tellement foutu la Terre en l'air que les humains se sont barrés dans l'espace et reviennent je sais pas combien de temps après pour constater que
la Terre est revenue à l'état sauvage. Et quelque part dans cette Terre, il y a Godzilla qui sommeille en roi tout-puissant. Ça me botte assez. En tout cas, la bande-annonce m'a donné envie. Le rendu graphique un peu spécial. J'avais l'impression que c'était du dessin, mais ça a l'air plus d'être de la 3D. Mais l'histoire m'intéresse et je vous ferai une critique de ce film-là quand il sortira. Normalement, il est déjà sorti au Japon, mais il n'est pas sur Netflix. Enfin, il me semble. Donc, si vous savez s'il est sorti ou non, moi, ça m'intéresserait de savoir. Mais en tout cas, celui-là, ça m'intéresse. Il y a aussi le film live Full Metal Alchemist. Alors, j'étais surpris parce que j'ai travaillé hier. Ouais, hier. J'ai travaillé avec quelqu'un qui l'a vu, ce film, et qui a dit que c'était vraiment horrible. Mais je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas particulièrement affiné sur... on va dire qu'il n'a pas, je pense, beaucoup de patience. Et voilà, quand elle dit oui, les acteurs japonais c'est n'importe quoi et tout ça. Bon, moi peut-être j'ai un peu plus de tolérance, voilà, je cherchais le mot. J'ai un peu plus de tolérance peut-être par rapport à ça. Et donc je pense que pour moi ce sera quand même une meilleure expérience que pour elle. Mais ça m'empêche pas d'attendre ce film-là, puisque les bandes annonces ça me donne envie. J'aime beaucoup la première version de l'animé. Pas la deuxième Brotherhood, hein, mais la première, j'aime beaucoup ça. Et je voudrais voir un peu ce qu'ils en ont fait en live, en fait, ce que c'est que ce Full Metal Alchemist avec des acteurs japonais et des effets spéciaux qui ont l'air plutôt pas mal. Alors voilà, moi c'est une grosse attente, et ce film aussi sera critiqué sur la chaîne, de même que les deux films en animation. Ensuite, alors j'ai dit qu'il y a des films qui sont attendus, mais c'est pas forcément des films qui sont attendus par moi, hein. Le Labyrinthe 3, le remède mortel. Je sais qu'il y a eu un petit problème avec son acteur principal, mais moi j'en ai un peu rien à foutre. Je crois que le deuxième volet, je l'ai même pas vu. Le premier était sympa, mais bon, ok d'accord, c'est les trucs pour teenagers, un peu bas de plafond, bon. Je sais pas ce que vaut le deuxième. Moi, je me courrais pas en salle pour voir le troisième. Ensuite, on a un film Cloverfield. Encore un troisième film Cloverfield. Donc, on a Cloverfield Daytime, Cloverfield Lane, qui sont, pour moi, vraiment dans le même univers, pour un petit lien assez intéressant. Enfin, à mon sens, qui est intéressant. Écoutez, si le troisième Cloverfield est aussi intéressant que les deux autres, écoutez, moi je serais peut-être tenté d'aller le voir au cinéma. Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. C'est peut-être un petit concept qui est vachement bien. Faudra voir. On a ensuite The Shape of Water. C'est un Valérian d'Europe là. Salut Dobrine qui là. Bonsoir à toutes les personnes qui sont arrivées là sur le chat. Là, je vois des têtes connues, des gens qui étaient là aussi au live précédent. Ne vous inquiétez pas, on va arriver sur vos questions bientôt. Donc oui, The Shape of Water, qui est le film de Guillermo del Toro, avec une femme qui s'éprend d'un monstre marin, une sorte de double un peu plus primitif de la créature intellectuelle amphibienne dans Hellboy. Le film a l'air super élégant, mais moi c'est pas vraiment mon trip. Je ne cours pas après ce genre de délire. C'est vraiment des avis à chaud hein, sur ce que je peux ressentir du film, hein, donc c'est pas censé être une réflexion ultra poussée avec beaucoup de recul. Hein. Ce sont des attentes de spectateurs, donc moi je réagis aussi comme un spectateur, comme ça quand je vois les images, qu'est-ce que ça m'évoque, est-ce que ça me donne envie, est-ce que ça me donne pas envie, ce Shape of Water, ça me donne pas envie, c'est très maniéré, ça peut être pas mal, mais le sujet, moi je crois pas une seule seconde, le rapport de fascination, ah oui il est comme moi et tout ça, ouais, enfin bon, il faut pas... C'est vraiment qu'elle a un problème dans la tête, la fille de base. Donc, est-ce qu'on peut partir et s'identifier avec ce constat-là de base? Moi, j'aurais du mal. Alors, je le regarderai, bien sûr, pour le patrimoine et finalement pour un film de Guillermo del Toro, mais je le regarderai pas en salle parce que je sais que il y a d'immenses chances que je n'apprécie pas mon expérience. Je n'ai pas apprécié... comment il s'appelait le dernier? Pix, machin, là... je me rappelle même plus du titre. Je me rappelle même plus du titre du dernier film de Guillermo del Toro. Ça veut presque tout dire, j'ai envie de dire. Donc voilà, celui-là il m'intéresse pas, en tout cas en salle. Il y a aussi 50 Shades Freed. Alors je suis sûr qu'il y a des grands fans. Voilà, merci Crimson Peak. Merci le petit cinéphile. 50 Shades Freed. Là, je suis sûr qu'il y a des fans de 50 Shades of Grey. Alors, courez voir ce film. Courez voir le climax, hein, n'est-ce pas? Ah là là, c'est quand même incroyable qu'il continue à faire ce truc. Surtout que le deuxième n'a pas du tout marché autant que le premier.
Enfin bon, il en faut pour tous les goûts. Hein. Ensuite, nous avons Black Panther. J'ai vu la bande-annonce, je suis parti en courant. C'est absolument affreux. Ça a l'air chiant comme la mort. Les scènes d'action ont l'air minables, avec encore des tonneaux de voitures. Mais franchement, ils ont que ça à proposer. Pour un énième film Marvel, encore des voitures qui font des tonneaux et tout ça. Oh là, avec le mec qui fait genre, je suis cascadeur, je fais du surf sur les voitures là. Oh là, là, minable. Mais franchement, je vois ça, je trouve ça minable quoi. Et les mecs vont aller voir ça au cinéma et donner de l'argent pour qu'on continue à produire des trucs comme ça quoi. Même, je ne m'attendais pas, je sais pas ce que j'attendais exactement, mais je vois la bande-annonce, ça me donne pas envie. Ensuite, une bande-annonce, j'ai vu qu'une seule fois, mais ça m'avait l'air tellement fou que j'ai pas osé la revoir à tête reposée. C'est Annihilate de Alex Garland, donc le mec qui avait fait Deus Ex... Non, Ex Machina, pardon, excusez-moi, Ex Machina. Avec Natalie Portman qui traque un crocodile albinos, enfin j'ai rien compris, ça a l'air complètement barré. Dans un sens c'est plutôt bien parce que ça peut peut-être vanter une liberté de l'auteur. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, ça a l'air d'être un film à ambiance. Je ne saurais même pas dire ce que c'est exactement. Mais c'est assez énigmatique pour intriguer le spectateur. Ensuite, il y a un film qui m'intéresserait éventuellement, c'est Alpha. C'est un film qui se passe à la préhistoire avec quelqu'un qui chasse et qui se lie d'amitié, je crois, avec un loup. J'avais vu la bande-annonce une fois, ça m'avait assez motivé. Ça avait l'air relativement petit budget, mais avec une petite histoire qui n'a pas beaucoup de dialogue, hein, parce que c'est ça, la préhistoire aussi, c'est très intéressant à ce niveau-là, et quelque chose qui est basé sur les émotions, le regard, la survie. Donc moi, ça me plaît, plus ce genre d'histoire, et peut-être que je me laisserai tenter par voir le film, et peut-être vous en faire une vidéo, ça dépendra. On a ensuite Death Wish, donc le remake de film là de Justicier, je sais plus comment ça s'appelle, La Nuit du Justicier ou un truc avec Charles Bronson là qui tue tout le monde. Je crois que c'était un film des années 80 ou 70, assez violent, un peu genre le mec qui fait la justice lui-même avec son flingue dans les rues et tout ça, et ils font un remake avec Bruce Willis. Ok, bon, le problème c'est encore une fois on fait un remake mais ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Un justicier dans la ville, merci d'Ambrand Killa. Un justicier dans la ville, eh bien ils font un remake avec Bruce Willis et je trouve que autant je pense qu'à l'époque ça avait une certaine résonance avec ce qui se passait dans les rues, je trouve que maintenant c'est vraiment faire le remake pour faire du rétro, du film rétro. Enfin en tout cas qui évoque du rétro pour se faire de l'argent, mais pas parce que la situation actuelle dans les rues des villes américaines l'évoque. Voilà. Donc bon, ça a l'air d'être un truc un peu bas de gamme pour les gens qui veulent se faire des exercices. Bon, quand je vois ce genre de films, j'ai l'impression que ce sont des gens qui se font des exercices. Donc bon, espérons au moins que ce soit divertissant. Que Bruce Willis fasse à peu près son boulot, hein, parce que ces derniers films c'était pas terrible. Hein. Y a ensuite Red Sparrow alors c'est qui? Je crois que c'est Francis Lawrence, je suis pas certain du nom. Red Sparrow, donc c'est fait par le réalisateur des derniers Hunger Games. Et c'est l'histoire d'une espionne. Alors c'était un sujet d'un autre scénario pour un autre réalisateur, mais ça a été modifié à fond. Et du coup, il y a Red Sparrow qui sort. Ça a l'air élégant, ça a l'air un peu sexy, parce que bien sûr Jennifer Lawrence dans des tenues incroyables. Même si je trouve que, encore une fois, moi je vois le visage de Jennifer Lawrence, je la trouve pas très belle. Autant je trouve qu'elle avait vraiment beaucoup de classe. Elle était très belle dans le film de Tilden Mortem là, Passengers. Je trouvais que là c'était très réussi. Mais alors sur beaucoup de films où elle joue, je trouve qu'elle est, je sais pas, elle est mal maquillée ou c'est les cheveux qui ne vont pas. Mais alors moi, elle a du mal à m'éveiller du désir, celle-là. Mais il y en a d'autres comme la suivante justement qui joue dans Tomb Raider, Alicia Vikander, donc qui va jouer Lara Croft dans une adaptation au cinéma qui sera un petit peu calé sur le jeu vidéo, hein, qui était sorti, le remake qui était sorti je crois en 2012-2013, un truc comme ça, une sorte de reboot vidéoludique de la série. Ici c'est vraiment un film qui
dans beaucoup de codes et dans ce qu'on voit dans la bande-annonce semble être dans le même veine, sur le même chemin. J'irai voir ce film au cinéma et vous aurez une vidéo dessus, puisque j'ai déjà programmé le retour d'Arthur pour cette vidéo. Lui qui aime beaucoup le compositeur Joe Kinsale, qui fera la musique de Tomb Raider. Eh bien, je pense que ça pourrait être intéressant à voir, et puis je pense que ce sera peut-être un divertissement au moins honnête, hein. Un autre film qui va être du divertissement, mais pour le coup ça a l'air vraiment d'une grosse stupidité, c'est Pacific Rim Uprising. Déjà que je trouvais que le premier était pas terrible, alors le deuxième il fait encore plus. Je vais pas voir des trucs comme ça au cinéma, quoi. Alors bon, c'est pas pour moi, je vous évoque ce titre au cas où vous ne saviez pas qu'il y en aurait un, mais moi je sais que c'est pas un truc que je vais aller voir, hein. Oh là 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 là, ça non, jamais, hein. Quand on voit la bande-annonce, c'est encore plus con que le premier. Alors autant le premier où il y a une certaine élégance, un sérieux qu'essaye de distiller Del Toro, et je ressens que Del Toro veut faire quand même un truc bien, enfin qu'il est accroché à son sujet, quoi. Là, ça a l'air random, avec des trucs spectaculaires, où tout d'un coup les robots ils bougent beaucoup plus rapidement, alors qu'au moins le précédent avait la décence de nous faire des mouvements lents, parce que c'est des grosses machines, quoi. Alors là, c'est être en liberté totale. Un autre film, et décidément je fais des transitions, un autre film qui a l'air en liberté pire que totale, c'est Ready Player One de Steven Spielberg. Alors ça, moi j'ai vu la dernière bande-annonce un peu rapidement, parce que je voulais pas trop me souvenir de ces images, donc j'ai vu un peu rapidement quelques trucs. Ça je vais aller voir, parce que quand je vois ce truc, voilà, ça me fait fantasmer, hein. Et pourtant, il y a beaucoup de choses que je déteste, le thème du rétro, caressé dans le sens du poil en nous montrant des images de choses qu'on a vécues. Ça, j'ai un peu de mal avec tous ces trucs, Stranger Things et tout le bazar. Enfin, vous voyez, le rétro 80, quoi. Je sais pas comment Ready Player One pourrait me faire concilier, en fait, ces notions de futur vraiment lointain et ce côté rétro. Alors, j'ai hâte de voir ça, justement. Ready Player One, ça vous aurez sur la chaîne. Ça, c'est certain, c'est peut-être une de mes grosses attente du début d'année. On a ensuite New Mutants, c'est, alors, de ce que j'ai compris, un film de super-héros en mode horrifique. Un genre de truc X-Men horrifique, c'est un peu obscur, mais c'est au moins intéressant d'essayer de proposer un autre code pour parler de super-héros. Alors si j'ai bien compris, parce que ça avait l'air un peu barré, hein. Mais alors ça peut être pas mal à voir. Bon, moi j'aime pas trop les films d'horreur au cinéma, mais voilà. Ça peut être intéressant. Il y a un autre film d'horreur, mais il n'y a absolument rien du tout qui est prévu en bande-annonce. C'est Slenderman, un film Slenderman. Alors, ce sera un truc d'horreur assez violent, je pense, mais écoutez, c'est une légende urbaine qui s'est fabriquée sur le net, il me semble. Faudra voir ce que ça donne en film. Bouillie de CGI, un peu cette BA du dernier Spielberg quand même, avec du fanservice à outrance, on dirait du Michael Bay. Ben, bouillie de CGI, il faudra voir quand le film sera projeté en 4K dans le cinéma, hein. Moi j'attends de voir. Et puis, bouillie de CGI d'Abraham-Killa, c'est peut-être exactement le principe qu'on veut nous faire sentir, parce que n'oublie pas que Ready Player One, je crois le principe, c'est que les mecs se mettent de la réalité virtuelle, se plongent dans un univers virtuel. L'univers virtuel d'emblée est virtuel CGI, donc c'est bouillie et raccord avec ce que propose le film. Donc à ce moment-là, je peux l'accepter, la bouillie. Même généralement, quand je regarde des blockbusters, j'accepte la bouillie par rapport à d'autres qui balancent ça comme une espèce de nonos pour dire regardez, c'est mauvais parce qu'il y a de la bouillie, tu vois. Alors bon, ça, à un moment, t'es vacciné, quoi. Je sais que toi, t'es pas vacciné parce que tu en regardes très peu, mais des gens, des critiques sur le net qui ressortent ça alors qu'ils regardent tous les blockbusters pendant tous les mois de l'année, bon, ça c'est un peu de l'hypocrisie, je trouve, hein. Michel Ancelot dit Lily à Paris. Ah, je connais pas. Ce sera Luc, est-ce que ce sera encore en ombre chinoise? Enfin, je dis ça. Michel Ancelot a pas fait que de l'ombre chinoise. Mais est-ce que ce sera en ombre chinoise ou ce sera du dessin, si je me trompe pas, style Kirikou? Si ça se trouve, je me gourre complètement de réal. Dis-moi un petit peu. Un peu une énigme ce film, je sais pas trop ce que Spielberg veut raconter. Bah moi non plus, et ce sera peut-être bien qu'on ne sache pas. Dessin 3D, d'accord Luc. Ben écoute, je serais peut-être intéressé, faudra voir.
Ensuite, parce que c'est pas terminé les films qui sortent, hein, il y a encore des belles perles. Hein. On a Rampage avec The Rock. Alors là, Chris, toi qui te plains de la bouillie du dernier Spielberg, Rampage avec The Rock, mais c'est encore plus incroyable. C'est un scénario qui est typiquement un scénario qu'on peut voir dans des films Asylum, mais avec 120 millions de patates en budget. Et on voit ça, on se dit, mais qu'est-ce que les mecs... Là, j'ai l'impression que c'est un film de désespéré. C'est-à-dire que les mecs ne savent tellement pas quoi raconter pour faire venir les gens en salle qui font n'importe quoi. L'idée, c'est si j'ai bien compris, c'est un scientifique qui a trouvé un truc pour faire grandir les gens et il l'utilise sur un singe albinos qui devient géant et qui détruit une ville. C'est n'importe quoi. C'est un truc de fou. Oui, c'est inspiré d'un jeu d'arcade sans scénar, le King of Monsters, je crois. Ça a l'air d'un truc, mais oh là là. Alors bien sûr avec The Rock qui fait les mouvements de cils et tout ça, c'est n'importe quoi. Sicario 2, sous-titré je crois, Soldato. Donc déjà que Sicario 1, je trouvais qu'il y avait un petit problème en termes de rythme. Mais alors un 2 sûrement pas fait par Villeneuve, ça va être mais random total. Un mec en fait qui va imiter le style de Villeneuve, déjà que pour beaucoup Villeneuve imite un style d'une autre personne, donc c'est une imitation d'un style, c'est affolant. Autant moi j'étais assez friand quand j'avais vu 300 Rise of Empire qui était une copie de 300 dans le style, et je trouvais que c'était plutôt bien imité. Mais alors là, Sicario 2, ça c'est pas pour moi, hein, vraiment non. De même que des trucs genre The Incredibles 2, ouais super, c'est bien parce que le premier a vieilli qu'ils se sont sentis obligés de faire un 2 quoi. Après, on sait tous pourquoi il y en a un autre, hein, c'est que le mec, Disney lui a tellement foutu des bâtons dans les roues pour son Tomorrowland que le mec il a été dégoûté, il est revenu à l'animation, c'est comme Andrew Stanton quoi. Ils ont fui la queue entre les jambes parce que leurs films live n'ont pas marché et du coup ils reviennent à l'animation pour faire des suites de films qui ont fait leur succès. Je trouve que c'est une attitude qui est tellement... c'est une attitude de fuyard. Alors bon, je dis ça comme ça, moi je fais même pas de film, mais c'est vrai qu'il y a... Enfin, les mecs, ils ont des couilles ou quoi? Les mecs, ils partent tout de suite. Alors moi, je leur souhaite quand même du succès pour qu'ils puissent rebondir et continuer une carrière, parce que ce serait quand même incroyable que ces mecs se plantent et après qu'il n'y ait plus de carrière, parce que ce sont les deux, même si je trouve que Brad Bird est quand même mieux, ils ont quand même du talent. Mais bon, tout de suite, juste après une défaite, on va tout de suite revenir très très loin derrière, on va revenir 10 ans avant avec nos premiers succès, on va faire des suites, là ça, on est tout content et on va pouvoir se rassurer un petit peu sur nos compétences. Oh là là, c'est un peu minable quand même, avouez-le. Qu'est-ce qu'on a encore de minable? Ah bah oui, on a le nouveau Star Wars qui va sortir, Solo Star Wars Story. Alors moi je n'ai rien du tout contre Ron Howard. Il est un peu, malgré lui, j'ai envie de dire, le pauvre. Il rattrape le licenciement de la paire de réalisateurs qui devait faire le film sur Han Solo. Ron Howard, il fait ce qu'il peut, hein. Il fera pas des miracles. Je pense que le film sera sacrément dégueulasse. Bon, moi je suis pas un grand fan d'Han Solo, je trouve que c'est un bon personnage sympathique, mais bon, de là à en faire un film sur sa jeunesse, oh là là, ça je peux m'en passer, hein, voilà. De même que je peux me passer de Deadpool 2, j'en ai rien à foutre de ce héros là, et bon, si c'est encore un truc pseudo cassage de quatrième mur, mais en fait qui est tout pourri, bon voilà, on a vite fait... De voir le tour de ce personnage s'il peut rien nous proposer d'autre, hein. À part un petit délire personnel de l'acteur, bon, hein, on peut vraiment s'en passer. Un autre truc dont on peut se passer, c'est Ocean's 8, qui a été confirmé avec une jolie affiche où il y a que des femmes. Donc voilà, l'idée de maintenant on vous fait des licences avec des femmes, hein. Ghostbusters, voilà. Ocean's 8, bon, ce sera encore un casse, mais version femme, espérons au moins qu'elles aient une façon de procéder à un casse différent des hommes, parce que si c'est encore une fois des espèces de comme ce qu'on a dans les précédents, hein, ça va être un petit peu chiant, hein. On souhaite de la nouveauté, si ce sont des femmes qui prennent le pouvoir sur certains films qui ont été fortement marqué par une jante masculine, mais on souhaite quand même que cette jante féminine crée des situations et un autre schéma de pensée quant au déroulement des actions, hein. Alors j'espère que ce film-là le fera, même si je n'aime pas, hein, voilà, cette espèce de mode où on le fait avec des femmes, mais
Si le film arrive à faire dans l'originalité, dans les traitements, mais il aura du succès. Le succès sera au rendez-vous. Hein. Ensuite, on n'a pas terminé. Hein, il y a encore quand même quelques films. En tout cas, ceux qui sont, comme je vous l'avais dit plusieurs années précédemment, ce sont des films qui sont annoncés longtemps à l'avance. Certains ont déjà une bande-annonce, et ce sont là pour la plupart des films américains. N'hésitez pas dans le chat à indiquer peut-être des films que vous attendez aussi cette année, peut-être des films aussi qui ne sont pas dans des grosses productions, voilà. Si vous attendez, je sais pas moi, un film espagnol ou un truc comme ça, n'hésitez pas à le faire savoir. Ensuite, il y a Jurassic World Fallen Kingdom. Alors moi, ça me fait rire, le Colin Trevorrow sur son Twitter. Ah oui, mais ce que vous avez dans la bande-annonce, ce n'est uniquement que les 55 premières minutes du film. Vous inquiétez pas que quand le film sortira, on ressortira son Twitter. Et si c'était pas le cas de la première bande-annonce, ce mec aura perdu toute crédibilité auprès du net. Déjà qu'il en a peu de crédibilité, hein, et ce serait dommage de l'achever. Ensuite, franchement, j'ai rien à dire sur la bande-annonce, ça a l'air random au possible. Et pourtant, Bayona, j'aime beaucoup ce qu'il a fait avec The Impossible. Mais là, je pense qu'il s'est fait un petit peu dévorer. J'attends de voir un petit peu le déroulé de la promotion. Mais je pense pas que j'irai voir ce film. Ensuite, encore un film Purge. Alors, je trouve qu'ils ont déjà un peu épuisé le concept avec le dernier. Là, ils voudraient encore en faire un. Autant une série... ce serait assez intéressant. Encore un film, c'est vraiment on veut tirer sur le concept et c'est un peu dommage quoi. Ensuite des trucs, mais je vous les cite parce que c'est au programme, mais c'est pas des trucs qui sont très intéressants. Hotel Transylvania 3, Mamma Mia 2, oh putain, Mamma Mia 2, oh mon dieu. The Equalizer 2, il faudrait que je regarde le premier. J'aime bien ce que fait, je crois que c'est Antoine Fuqua. J'aime bien ce qu'il fait, le Fuqua, quand il s'agit de milieu contemporain. J'ai pas aimé les 7 mercenaires, le remake, mais ce qu'il fait en milieu contemporain, l'élite de Brooklyn, j'ai bien aimé. The Shooter, j'avais bien aimé. Donc The Equalizer, faut que je le regarde. Je pense que je pourrais apprécier par rapport à ce que c'est. Hein. J'attends pas un gros machin, mais par rapport à ce que c'est, je pourrais apprécier. Et il y a Ant-Man 2. Ant-Man 2, mais alors qu'il n'aura même plus de traces de scénario d'Edgar Wright, donc ce sera vraiment abyssal. Hein. Ce que j'avais compris, c'est que ça serait une comédie romantique, avec des gros effets spéciaux, bien entendu. Oh, bon, si c'est pour en revoir des flashbacks avec Michael Douglas tout dégueulasse, n'est-ce pas, Dabran Killa, ce sera sans moi. Jamais. Ensuite, Mission Impossible 6, étant donné qu'ils ont eu des retards de tournage, je suis pas sûr que ça sorte à la date prévue. Ça me semble un petit peu court. Encore une fois, qu'est-ce que ça va être la cascade de Tom Cruise? On n'en sait rien. Qu'est-ce que ça va être le scénario? Parce que là, j'ai du mal à estimer ce qu'il pourrait faire en fait. Mais bon, Henry Cavill avec la fameuse moustache, la moustache qui nous a posé tellement de problèmes sur Justice League, il faudra voir. Peut-être que la bande-annonce donnera envie. Celle de Rogue Nation, elle donnait quand même un peu envie, quoi. Celle de Rogue Nation, là. Mais au final, le film, je trouvais aller en décrescendo. Le décrescendo d'action était ambitieux, mais je trouvais que ça, pour moi, ça me desservait un petit peu l'intérêt que j'avais pour le film. Il y a aussi le nouveau film de Paul Thomas Anderson en 2018. Oui, exactement, le petit cinéphile. J'avais vu la bande-annonce. C'est pas vraiment le type de sujet que je vais voir au cinéma, mais bon, il a le mérite de faire un truc élégant et de faire une histoire qu'il maîtrise de bout en bout. Donc, pour ceux qui aiment ça, typiquement, si je pense que si j'avais une carte UGC, je me laisserais tenter par ce genre de film, mais là, non, donc je préfère être plus resserré sur mes choix, même si je le regarderai par la suite. Hein, je ne me ferme pas à ce type de film, mais c'est juste que quand je vais au cinéma, je donne de l'argent et je veux avoir du méga divertissement pour moi. Hein, je suis pas forcément diverti par certains films, mais du gros divertissement plutôt que me laisser tenter par un risque d'ennui pendant ces petits films d'auteur. Je l'avais oublié tellement il est insignifiant pour moi, c'est vrai, je l'avais oublié. Avengers Infinity War, la bande-annonce est absolument affreuse. On en avait déjà parlé lors du dernier live, hein, dans les premières questions qui m'ont été posées. Le trailer est affreux, ça a l'air d'une réunion de stars plus qu'un film. Je trouve que c'est une catastrophe. Après, ce sera une catastrophe qui rapportera 2 milliards de dollars. Donc bon, hein, mon avis n'a peu de poids.
Mais vous pouvez être sûr que moi je donnerai pas de l'argent pour ça. Ensuite, The Predator, donc le film, j'allais dire reboot, non peut-être pas, on ne sait pas. Je crois que c'est une suite en plus. Donc sur le mythe du Predator, hein, c'est quand même quelque chose d'important, le Predator, dans la science-fiction et dans le film d'action. Mon problème, c'est que c'est fait par Shane Abbess, et Shane Abbess, c'est quand même un réalisateur de films qui tordent les codes. Donc quand moi j'ai vu The Nice Guys, je voyais le film noir mais tordu un peu à la sauce L'Arme Fatale. Donc moi, le scénariste du dernier Samaritain, de L'Arme Fatale, et le réalisateur de films comme Iron Man 3 ou The Nice Guys, faire un film Predator, moi ça me fait peur, parce que le Predator, il faut pas le tourner en ridicule, il faut le mythifier, il faut le rendre effrayant, il faut le rendre puissant. Et si on est habitué à la dérision, je pense que ça va être un problème pour Shane Abbess. Alors, et qu'on me sorte surtout pas, oui, Shane Abbess, il était dans le premier Predator et tout ça, et il était surtout dans le premier Predator parce que c'était le mouchard de la maison de production pour surveiller le tournage et pour surveiller McTiernan. C'était pas forcément quelqu'un qui aidait McTiernan dans son projet, donc franchement, voilà, qu'il soit sur le premier Predator, c'est pas forcément un gage de qualité pour la sortie de ce Predator-ci. Faut attendre la bande-annonce, mais moi j'aime pas trop, j'aime pas trop le réal. Ensuite, Alita Battle Angel, j'ai beaucoup aimé la bande-annonce, donc ça reprend l'univers de Gun. J'ai jamais lu le manga, mais j'ai vu l'OAV qui dure 55 minutes. La bande-annonce me plaît, j'ai pas eu un problème. Comme vous savez, Internet s'enflamme comme un rien pour un rien du tout. L'internet s'est enflammé pour les yeux du personnage sans se poser la question de comment le personnage a été fait, n'est-ce pas? Merci écran large. Alors, moi je trouve que c'est des questions qui sont fascinantes. Le personnage est fascinant dans le traitement aussi numérique. Qu'est-ce qui est numérique, qu'est-ce qui est réel, et à quel point maintenant les deux images sont confondues. Moi ça me plaît vraiment beaucoup comme film, ça a l'air très bien fait, et je suis très content que Rodriguez, on lui ait donné un projet lourd, surtout de la part de Cameron. Cameron lui donne un projet qu'il a longtemps travaillé. Donc je pense que ce film sera au rendez-vous sur la chaîne à travers une vidéo. Ensuite, des trucs, encore une fois, je vois des titres, mais des machins qui sont aberrants, quoi. Charles de Poule 2, quoi. Scarface, Dark Phoenix, le truc de X-Men. Je vois des machins, c'est un peu les mondes de Ralph 2. Alors ça, déjà que le premier, ça a pas du tout été un succès. Ça a traîné du pied pour avoir à peine de quoi rentabiliser la promo et le film même. Ça a coûté très cher. Et lui faire une suite, mais les mecs ils se tirent une balle dans la tête et dans le pied en même temps. Plutôt dans le pied et après dans la tête, parce que si on se tire une balle dans la tête, c'est difficile qu'après on puisse tirer sur la détente pour se tirer une balle dans le pied. Enfin, vous m'avez compris. On a des films aussi, les gens pensent que ça va être génial, mais à mon avis, il va y avoir un degré de compromis monumental sur Venom. Donc le film Venom, quoi, pour moi, c'est un méchant dans un film avec un héros, pas un film qui lui est entièrement dédié. En plus, Venom, c'est même pas... c'est un parasite, Venom, c'est pas un humain ou un espèce d'être, c'est ridicule. Alors, faut voir ce que ça va être, mais je pense que ça va être vraiment pourri, quoi. Il va y avoir un degré de compromis pour un degré de happy ending ou des trucs comme ça qui vont plomber le film. Ça va être vraiment pas terrible. Jungle Book Origins, donc le film, le livre de la jungle par Andy Serkis, un truc plus sombre à ce que j'avais cru comprendre. C'est compliqué de passer après la version Disney en termes de réception publique. Je suis sûr qu'il aura des qualités à faire valoir par rapport au film de Disney, mais je ne pense pas qu'il puisse rencontrer autant de succès que le livre de la jungle de Disney. Malheureusement, je suis sûr que celui d'Andy Serkis sera plus ambitieux. Ensuite, quand on parlait de Disney, Mulan. Oh là 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 là. Alors il paraît qu'ils ont quand même trouvé l'actrice chinoise, mais ça va être encore un truc absolument affreux. Comme les films live de Disney, la plupart sont vraiment pas très bons. Espérons que celui-là, les Chinois puissent proposer une direction artistique assez agréable, au moins, pour qu'on puisse au moins un petit peu se divertir devant. Ensuite, il y aura un film The Grinch, mais un film d'animation. Ça, c'était la bonne surprise. Je croyais qu'ils feraient encore la tentative d'un film live. Vous vous souvenez tous du film avec Jim Carrey qui jouait le Grinch.
Et bien là, ce sera un film d'animation. Il faudra voir. On a ensuite le deuxième film Fantastic Beasts, les crimes de Grindelwald, je crois. Le premier n'était pas vraiment un gros succès. Moi, j'ai pas trop apprécié. Je courrais pas voir le deuxième. Hein. Déjà que j'étais pas allé voir le premier au cinéma, le deuxième encore moins. Ensuite, on a des machins. Ah oui, alors on a deux bidules. Oh là 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 là. On a le film Bulblebee, enfin Bubbly quoi, le truc avec le Transformers jaune. Un film sur lui déjà moi je le trouve antipathique. Une espèce de comic relief avec une tête de peluche qui est ridicule. Et cette créature mécanique aura le droit à son film à lui. J'espère que ça se vautrera cette merde parce qu'il faut que ça s'arrête. Hein. La Transformers... faut qu'ils arrêtent vraiment maintenant. Ensuite, ça je crois que c'est une des plus grosses ignominies que j'ai jamais vues. Là sur toute la liste que je vous ai foutue, Mary Poppins Returns. Oh là 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 là. C'est compliqué, moi je lis ce titre, c'est compliqué. Hein. Avec Emily Blunt, je crois qu'il joue Mary Poppins. Mary Poppins est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Moi je sais même pas quoi dire. Je crois qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Ce sera de la comédie musicale, c'est pour ça qu'ils ont pris Emily Blunt. Ah moi je vais pas voir ça. Hein. Tout au plus la bande-annonce. Je regarderai quand ça sera sur internet, mais je regarderai pas ça en vrai. Hein. Et il y a deux projets, il y en a un qui m'intéresse, que vous aurez sur la chaîne, c'est Aquaman, de James Wan. Vraiment, je veux voir le résultat de ce truc, parce que quand on voit les séquences aquatiques dans Justice League, c'est une catastrophe. Enfin je trouve que c'est mou à souhait. Et là, le mec, il a 1 an pour faire les effets spéciaux de son film. Et je pense qu'ils ont essayé plein de trucs et ils ont dû rendre ça assez dynamique. Et j'ai hâte de voir le résultat. Je veux vraiment voir ce que ça donne en fait. Parce que ce film, il a été tourné en même temps que Wonder Woman, je crois. Et du coup, Justice League, ça se voudrait complètement. Et Aquaman arrivera un peu en dernier soldat. Et j'espère qu'Aquaman marchera. Moi j'attends la Comic Con pour peut-être voir une bande annonce. Faudra voir. Voilà, moi je suis intrigué par le projet et je le suis avec grand plaisir. Les infos qu'il y a dessus. Azura, le plus gros blockbuster chinois qui est prévu en 2018. Ils veulent faire une trilogie. Mais ils voulaient pas faire une trilogie Journey to the West, je crois. Est-ce qu'ils l'ont terminé cette série de films? Azura, oui, on imagine tous ce que ça peut être. Hein. Moi je trouve que les Chinois ont du mérite de faire un peu leur tambouille à eux. Et les films chinois sont généralement super divertissants. J'avais parlé lors du dernier live de The Wolf Warrior 2. Je l'ai terminé depuis. Alors ce truc est une immondice incroyable. On se plaint du capitalisme américain présenté dans les films, mais je peux vous dire que ce n'est rien comparé au nationalisme chinois, c'est fou. En plus, c'est le chinois qui vient libérer l'Africain. C'est un peu infâme ce film, mais c'est un film qui a fait 800 millions quasiment qu'en Chine, quoi. Donc voilà, gros succès là-bas, le plus gros succès de l'année là-bas. Donc des fois, c'est intéressant de voir un petit peu comment les Chinois, de voir ce que font les Chinois en termes d'action, en termes de blockbuster. Et des fois, c'est très impressionnant ce qu'ils font. Et avec une légèreté, de façon si décomplexée, mais tout en se prenant très au sérieux, hein, mais des fois des choix artistiques assez agréables, je trouve. Vraiment une liberté de ton et une liberté esthétique qui est incroyable. Je n'ai vu ça nulle part ailleurs. Les Chinois ont réussi dans un film à faire un montage alterné en 3D. C'est hallucinant. J'ai jamais vu ça ailleurs. C'est un film en 3D, The League of Gods, je crois que c'est ça le titre, où on a un montage alterné entre une sorcière qui s'approche d'un roi et des ninjas qui arrivent jusqu'au palais. Et ça, c'est monté en 3D. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est un truc de fou. C'est une des meilleures idées de 3D que j'ai jamais vues. On a, au premier plan, des ninjas qui passent comme ça sur les toits ou sur une espèce de grosse bâtisse et tout ça. Et en fond, on a la sorcière qui se rapproche du roi. Et donc, on fait dialoguer deux situations qui sont vraiment dans des lieux très différents, dans le même plan, grâce à la 3D. C'est hallucinant. Et moi, je me dis, ça c'est de la 3D ça, c'est du film prévu pour de la 3D. Hein. Les Américains, ils font pas ça parce qu'ils sont trop contraints. Et je vois les Chinois exploiter la 3D de cette façon. Moi, ça me fait fantasmer sur la
possible 3D qu'on peut faire dans les films. Alors ça, c'était un exemple formidable, hein. Je vous le rappelle le titre, League of Gods. Ah oui, alors Détective D et les 4 rois, ça il faut que je regarde aussi. Merci Kylian Paul de le préciser, parce que j'ai beaucoup aimé les deux précédents Detective D. Les deux, hein. Franchement, le premier, ça se termine de façon complètement épique, et le deuxième, il est tellement surprenant. Alors s'ils en font un troisième, ça j'irai sûrement, je trouverai le moyen de le regarder. Voire même peut-être de le regarder en cinéma s'il passe en France. Ah ouais, le deuxième, qu'est-ce que j'ai kiffé le deuxième! En fait, avec des personnages tout ambigus. Je crois qu'il y avait un chef de la sécurité, le mec. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de voir voilà ce que proposent un peu les Chinois. Maintenant, on commence à voir un peu les films médiatisés en France. C'est pas trop tôt. Certains films sortent même en salle, un bref instant. Dieu merci, je suis à Paris, il y a peut-être moyen de les trouver. Donc, écoutez, il faut rester concerné par ce genre de film, parce que c'est quand même des films d'un grand marché, et ils en font beaucoup. Donc, ça mérite des fois, si on a un peu de mal avec les blockbusters américains, de peut-être trouver son compte dans une espèce de liberté de création chinoise. À voir. Mais typiquement, c'est vrai que Detective D, ça me tente, hein. Et pour terminer sur ces films de 2018, Bohemian Rhapsody. Encore un film, j'ai l'impression, typiquement pour les Oscars. Je n'ai pas grand intérêt à regarder le film, étant donné que moi j'ai pas subi de plein fouet la période Queen. Je connais, hein, j'ai écouté beaucoup de chansons, des best-of et tout ça. Mais voir un film sur le groupe, et sur Freddie Mercury, c'est pas pour moi, hein. Donc voilà, pour les films de 2018, sur les films qui sont annoncés en avance, moi je pense que j'irai voir Ready Player One, Tomb Raider, Alita Battle Angel, Aquaman, Godzilla Planet Monster et Full Metal Alchemist Live. Pour l'instant, c'est ce que j'ai prévu de voir et que vous aurez à 100% sur la chaîne. Ça c'est certifié, j'ai signé déjà les contrats, hein. Après le reste, faudra voir. Je me laisserai peut-être tenter, ou j'irai peut-être voir certains films avec des personnes, je sais pas. Mais en tout cas, je peux vous assurer que les films Disney, ils seront pas vus en salle, hein. Ils seront vus par la suite sur Internet. Ensuite, deuxième point avant de passer au plus important, c'est-à-dire la Fox et Disney. Deuxième point important, c'est que je voudrais faire le point avec vous sur ce qui va arriver sur la chaîne et sur certains projets de la chaîne. Il va y avoir, concernant justement Full Metal Alchemist et Godzilla Monster Planet ou Planet Monster sur Netflix, il va y avoir deux trois petites vidéos qui vont sortir. Concernant Godzilla, il y aura Shin Godzilla qui sortira avant. La critique est terminée, elle est prête à être uploadée même. Et il y aura aussi La Forteresse Cachée. La Forteresse Cachée, c'est... Alors en plus, ça tombe bien, tu es là, Charles. La Forteresse Cachée, c'est un film de Kurosawa, un film qui a influencé Star Wars pour certains aspects. Et j'ai voulu faire cette vidéo pour, en quelque sorte, garder en archive quelques propos que j'ai pu tenir lors du débat que j'ai eu sur la chaîne de Charles concernant le film. Donc j'ai repris quelques notes et j'ai repris aussi les propos qu'on a tenus sur ce débat sur la chaîne de Charles, sur le débat sur La Forteresse Cachée, et j'en ai fait une critique. Donc vous aurez une critique de La Forteresse Cachée et de Shin Godzilla avant d'avoir le film en animation de Godzilla distribué par Netflix. Ensuite, pour Full Metal Alchemist, le film live, qui est déjà sorti au Japon, mais que je n'ai pas encore vu sur le net en tout cas, eh bien vous aurez la critique de Full Metal Alchemist Conqueror of Shambhala et Full Metal Alchemist L'étoile de Milos. Comme ça vous aurez deux films animation japonais avant d'avoir le film live long métrage. Donc voilà, ça permettra d'avoir quelque chose d'un peu ample pour préparer ces sorties. Après, ça ne veut pas dire que parce que je fais deux vidéos avant le film que j'attends, que ce film va être genre chef-d'œuvre, oh là là, ça va être formidable et tout ça. Ça pourrait être une merde. Je parle dans les deux cas, hein, dans le film sur Godzilla que Full Metal Alchemist. Mais au moins, j'aurais fait les choses en quelque sorte en grand, comme je les souhaite, et j'aurais brassé un maximum de pistes avant d'arriver
aux films concernés. On va faire le bilan un petit peu sur où j'en suis en termes de projet à long terme. Rapidement, ça va pas être très long. Concernant déjà la prochaine rétrospective. C'est une rétrospective qui sera courte, en tout cas largement plus courte que les Disney, qui nécessite un boulot de recherche plus important parce qu'il y a moins de documentation. C'est une documentation un peu plus spécifique et les films que je vais traiter sont beaucoup plus compliqués que les Disney. Ils ne sont pas beaucoup, mais ils sont beaucoup plus compliqués. Et je voudrais, pour l'occasion, essayer de proposer un contenu un peu plus dynamique que simplement un diaporama de photos. Donc il y a un effort que je dois faire sur le fond, et il y a un effort que je dois faire sur la forme. Et j'arrive pas à prendre le temps de le faire. Alors je suis déjà allé en bibliothèque, pour faire la razzia, j'ai pris tout ce que je pouvais sur le sujet. J'ai tout lu, j'ai tout épluché, j'ai tout pris en note. Normalement une bibliothèque c'est ok. À part certains peut-être documents qui arrivent maintenant à l'heure où je vous parle, là je serai pas forcément au courant. Mais il faut que je mette tout en note, que je trie tout, que je commence à faire des recherches sur internet parce que ça j'ai pas fait. Et que je commence à créer les blocs autour des films. Et ça va me prendre un temps monumental. C'est pour ça que je prépare beaucoup de choses en avance, pour aussi me laisser le temps de faire sur des plus gros projets. C'est pour ça que là j'ai terminé la critique d'Avatar 2. Oh, qu'est-ce que je raconte? Ça commence déjà, oh là là, 21h43, le mec il disjoncte déjà. La critique d'Avatar 1 pour, justement, Avatar 2, quand il sortira. Donc voilà, je prépare des choses en avance, comme ça me permet justement d'avoir plus de temps pour préparer d'autres choses. Eh bah oui, tout simplement. Et ces autres choses, ce sont les semaines spéciales. Alors là, Luc Aubry, ouvre tes mirettes, parce que ça te concerne aussi, on en avait parlé la dernière fois. Il va y avoir, comme vous l'avez déjà eu sur cette chaîne, vous avez eu des semaines spéciales, des semaines qui étaient consacrées à un thème. Une semaine spéciale sur le film de Pirates, il y avait 14 vidéos en une semaine, c'était lourd. Vous aviez aussi une semaine sur les robots, où il y avait, je sais pas, 12 vidéos, je crois, enfin, un nombre assez important de vidéos sur les robots avec une analyse de séquence. Il y avait aussi une vidéo sur Mad Max. Une semaine consacrée à la trilogie Mad Max. Après, il y avait le 4e, bien sûr, des analyses de séquence et quelques films un peu inspirés de Mad Max, Waterworld et tout ça. Voilà, c'est ce qu'il y a sur la chaîne. Moi, je voudrais continuer ce genre d'événement parce que ça permet de faire un gros dynamisme. Et je le vois un peu en termes de vues, je le vois en termes de gens intéressés. Enfin voilà, moi ça m'intéresse et ça permet aussi de me creuser les ménages en termes thématiques. Alors, il y en a quelques-unes qui sont plus ou moins un état d'avancement. Je vais vous les dire, hein, je vais vous nommer ces semaines spéciales. Il y a une semaine spéciale, alors ne m'en veuillez pas de ce que je vais dire, enfin, en quelque sorte, mais il y a une semaine spéciale sur les nazis. Et oui, une semaine spéciale sur les nazis. Je vais pas vous dire le contenu de la semaine, parce que là c'est des titres de films qui vont vous surprendre, mais cette semaine spéciale sur les nazis, c'est un truc assez spécial parce que ça va être entre films parodiques et films très sérieux. Il va y avoir, j'espère, un espèce de glissement de l'un vers l'autre progressif sur la semaine. J'ai programmé les films, ça pourrait être vraiment sympa. Il y a des petits films comme des films plus ambitieux dans ce qu'ils veulent raconter. Ensuite, il y a une semaine spéciale sur les jeux vidéo. Il y aura de l'analyse de séquences sur les cinématiques. J'ai déjà fait toutes les cinématiques. Le tout est prêt, mais je vois pas l'intérêt de la poster maintenant. Pourquoi ? Parce que je voudrais faire avant cette putain de semaine Warcraft qui me pend au nez depuis en fait la sortie du film Warcraft en 2016. Donc c'est quand même un comble, mais je traîne pour faire cette semaine Warcraft. Mais un truc de malade mental. J'arrive pas à me mettre des coups de pied au cul pour terminer les textes et faire les vidéos. Mais j'ai fait plus de la moitié, si ça peut vous rassurer. Mais ça traîne, voilà. J'ai pas terminé, j'ai vraiment pas terminé. Et il faudrait juste que je me remette dans le bain, mais j'ai 2-3 projets qui me donnent pas envie de monter et il faut juste que je me donne des coups de pied au cul. Mais quand ce sera fait, quand la semaine Warcraft sera passée, ce sera plus agréable. Ensuite, on a une semaine spéciale psychopathe. Il n'y aura que des films de psychopathes, donc des mecs fous, des tueurs et tout ça. J'ai 1 ou 2 titres qui vont arriver sur cette semaine spéciale. Il y en a, en fait, il y a un film que j'ai fait en critique qui m'a motivé à faire une semaine spéciale. Et ce film, c'est Schizophrénia, Angst en allemand, et c'est à voir, c'est vraiment à voir. Et je ferai une semaine spéciale sur des films de ce type-là, des films sur des tueurs.
et sur des gens qui sont pas bien du tout. Donc c'est pas des films que je vous conseille si vous êtes jeune. Ensuite, semaine spéciale sur les prisons, sur les films en milieu carcéral. J'ai fait une assez bonne sélection. La plupart des films sont américains, mais il y a beaucoup de films que je ne connaissais pas du tout. Par exemple, pour vous donner un titre, Birdman of Alcatraz avec Burt Lancaster. Très bon film, assez humain, mais aussi assez mensonger. C'est très intéressant comme film. Et pensez pas, justement, et c'est ça qui est fascinant, pensez pas forcément aux évidences quand on vous dit film de prison, vous pensez la ligne verte, les évadés, tous des trucs comme ça. Mais non, je vais pas en parler, je vais parler d'autres films. Et là, vous vous sentirez peut-être arnaqué, ou vous trouverez ça super intéressant que je parle d'autres films que les évidences. Et c'est peut-être même ce qu'on attend un petit peu de youtubeurs, hein, des gens qui peuvent essayer de tirer un petit peu le type de film, ou des sujets de film, ou des titres de films un peu ailleurs, voilà, dans d'autres recoins. Par exemple, voilà, je lis là, Perso Zala, Le Trou de Jacques Becker. Alors, Le Trou de Jacques Becker, je l'ai vu, mais au final, je l'ai pas fait dans la semaine spéciale, mais il y a quand même des textes qui sont prévus dessus. Donc, ce sera peut-être pour une seconde semaine spéciale prison. Parce que moi, ça me gêne pas de refaire une semaine spéciale sur le même thème que je vous avais fait peut-être 2 ans avant. Hein. Donc, moi, ça me gêne pas. Donc, il y aura peut-être une deuxième semaine spéciale prison. J'aime bien les films en milieu carcéral. Je vous le dis, hein, j'adore. J'aime beaucoup. Donc, il est fort probable qu'il y ait une deuxième flopée, peut-être dans 1 an et demi, peut-être dans 2 ans. Sachez que cette semaine spéciale prison est très très avancée. Pour vous dire, en gros, je crois que sur une semaine de critique, j'ai dû terminer peut-être 5 films à l'écrit. Donc on est vraiment pas loin de la fin. La semaine qu'attend le plus Luc Aubry, il me l'a avoué complètement son amour pour ce genre de film quand on s'est rencontrés au cinéma. C'est la semaine Bénure. Alors ça, je peux vous dire que quand la semaine Bénure elle va arriver, ce sera un putain d'événement sur la chaîne. Hein. Moi, vraiment, la semaine Bénure. Vraiment, moi, j'ai pris un grand plaisir à revoir Bénure, le film avec Charlton Heston. Et du coup, j'ai pris énormément de plaisir aussi à voir d'autres films Bénure. Il n'y a pas uniquement la version de 59. Il y a d'autres versions, des versions plus anciennes. Il y a même la première version qui a donné naissance, en fait, aux droits d'auteur. Plus ou moins, hein, façon de parler, mais c'est l'idée, en 1907, et il y a une grande version en 1925 qui est très importante, et vous avez eu un live sur les problèmes de production de ce film-là, mais vous aurez tout ça bien sûr dans la critique, et vous aurez bien sûr 1959, un film d'animation de 2003, et aussi la version de 2016. Et vous aurez aussi 2 analyses de séquences que je n'ai pas encore écrites. C'est ce qui va me prendre le plus de temps. C'est pour ça que la semaine Bénure va prendre beaucoup de retard. On peut peut-être espérer. Oh, il faut pas espérer avec moi. Mais peut-être pour une fin d'année 2018 éventuellement, je ne sais pas. Ça dépendra. Peut-être que je prendrai un peu de temps pendant les vacances de Noël pour écrire un peu sur... peut-être boucler une analyse de séquence. Au moins une. Je verrai. Mais on est plus vers la fin que vers le début, si je peux vous rassurer. Voilà pour les semaines spéciales qui sont, on va dire, conceptualisées ou en très bonne voie. Maintenant, on va parler d'un sujet qui est vraiment important, qui est pour moi dramatique. J'avais lu sur Chronique Disney, qui eux s'enjaillent, mais d'une façon incroyable, que c'est une journée historique, mais pour moi, c'est une journée... historiquement triste. C'est le rachat de la Fox, de la 20th Century Fox par Disney, à la hauteur de 52,4 millions de dollars, un rachat le jeudi 14 décembre 2017. C'est une date historique puisqu'il s'agit d'une major qui avale une autre major. C'est vraiment c'est un événement, mais il ne s'agit pas d'une fusion. Pour vous donner une idée, la Fox est issue d'une fusion. On avait la Fox, elle seule, a été créée en 1915, donc ça a plus de 100 ans, cette compagnie. Et après, elle a fusionné, je crois, dans les années 30 avec la 20th Century pour donner la 20th Century Fox. Donc c'est vraiment une fusion
pour créer une major encore plus puissante. Donc voilà, ça c'est l'histoire de enfin c'est l'histoire du début de la 20th Century Fox, et ici on a droit à vraiment on englobe le truc quoi, et on le fait rentrer dans le rang. À cela bien sûr, on a plein de licences qui arrivent chez Disney en série, X-Files, les Simpsons, mais aussi des trucs de films. Par exemple Alien, Predator, La planète des singes, Narnia, dans un certain sens ça pourrait intéresser Disney de faire Narnia, Die Hard, Avatar, ce qui moi m'enchante pas du tout, X-Men bien sûr. Avatar ça m'enchante pas du tout parce que j'ai peur qu'ils fassent n'importe quoi, et surtout qu'ils mettent des bâtons dans les roues de James Cameron. Alors que je pense que depuis le temps que Cameron travaille avec la Fox, les exécutifs sont bien conscients de ce qu'il doit faire et de la marge de manœuvre qu'ils peuvent lui laisser. Alors que Disney, je pense qu'il leur foutra des bâtons dans les roues. Espérons que Cameron ait les épaules bien solides, mais je pense que c'est quelqu'un qui est tellement qui contrôle. Cameron contrôle Avatar, et je pense qu'il pourra tenir tête. En tout cas, c'est quelqu'un de très très puissant, James Cameron, donc il pourra tenir tête, je pense, aux exécutifs de chez Disney. Il y a aussi un autre achat, du coup, en prenant la Fox, qui, moi, m'enchante pas du tout et qui est même dramatique, c'est l'englobage de Blue Sky, qui est, le studio d'animation qui était raffilié à la Fox. Blue Sky, qui est un studio qui a fait, par exemple, Rio, L'Âge de Glace, hein, c'est bien sûr le plus connu, L'Âge de Glace. Et moi ça m'enchante pas parce que, étant donné que Disney a déjà son studio Disney et Pixar, il pourrait se passer qu'il licencie intégralement tout le studio de Blue Sky. Et ça, moi je trouverais ça horrible. Parce que pourquoi avoir un troisième studio d'animation? Il pourrait les licencier. Et moi, je vois ça, ça me fait peur. Voilà. Au-delà de l'uniformisation, on y revient, j'y reviendrai après. Mais moi, cette idée-là, moi, ça me fait peur. Et des licences comme ça qui ont vraiment des identités assez différentes, hein, maintenant que j'y pense, quand on regarde un peu ce qu'ils peuvent faire, je trouve que la Fox avait quand même une liberté de ton assez dingue. Et quand on voit le dernier Star Wars, le 8, parce que oui, j'ai regardé un screener tout dégueulasse, mais de toute façon c'est ce que mérite le film, et j'ai bien fait. Oui, le dernier film Star Wars s'aligne sur les blagues méta des Avengers, donc finalement Star Wars égale Avengers égale Disney. Donc oui, que les gens ne me sortent pas les exemples. Oui, mais Disney, ils peuvent produire des trucs dramatiques et violents. Regardez Miramax, ils l'ont acquis en 93, oui, mais ils l'ont relâché non seulement, ils l'ont relâché en 2010. Et des films comme Pulp Fiction, Trainspotting ou Kill Bill, c'était des films qui ont été faits avant 2005. Parce que de 93 à 2005, ils étaient actionnaires, mais ils n'étaient pas à la direction de Miramax. Donc les projets étaient encore sous les Weinstein. Donc oui, du coup, oui, on peut se dire oui, mais Disney, ils ont quand même produit des trucs. Non, mais non, c'était encore sous le contrôle d'autres personnes, c'est pas sous le contrôle des Disney. Mais à partir de 2005, là, on pourrait se poser plus de questions. Et là, tout d'un coup, il y avait beaucoup moins de films, et du coup, ils sont arrêtés en 2010, tout simplement. Donc bon, hein, les films violents, films Disney, au final, et surtout aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. C'est bas de gamme. Après, Disney n'est pas con. Il précise justement d'avoir ce genre d'antenne comme Miramax à l'époque pour se donner bonne conscience de regarder, on fait des films violents. Mais en fait, ils en ont rien à foutre. Ils l'ont laissé mourir, ce studio. Voilà. Donc franchement, hein, celui qui est le plus violent, c'est pas le film que produit Miramax, c'est Disney même et ce qu'ils en font après. Hein. Voilà, c'est un catalogue qui est maintenant beaucoup plus important. Quand je voyais régulièrement, ah oui, alors maintenant ça c'est le Moulin Rouge, c'est Disney, Titanic, c'est Disney. On voit qu'ils se préparent à faire un catalogue pour rivaliser Netflix sur leur nouvelle plateforme Disney. J'espère qu'ils n'ont pas quand même englobé la Fox juste pour ça, parce que ce serait quand même un peu malheureux. Et le dernier point que je voudrais évoquer avant de discuter un peu avec vous de ce truc, c'est que les gens sont super contents sur le web parce que ouais, maintenant on va pouvoir mettre tous les super-héros ensemble. Mais les gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, hein. Les super-héros, ils pensent que ça va tenir encore combien de temps? 20 ans, hein, 10 ans? Alors que là on parle d'une firme, d'un studio, d'une major qui a
pour en tout cas la première major avant la fusion, qui a plus de 100 ans. Donc plus de 100 ans de cinéma. Et des sujets différents, une spécialité, un cahier des charges, une politique concernant l'économie, la famille, la vision du monde, la religion, qui était différente de Disney. Et en étant incorporé chez Disney, Disney va, à mon avis, parce que sinon ça sert à rien, englober tout ça et essayer de remettre un peu les points sur les i, quoi. Moi je trouve ça vraiment terrifiant. Il y aura toujours de la concurrence. Mais s'ils commencent à manger une major, ce seront qui les prochains? La Paramount? La Paramount pourrait se faire racheter par Disney. Universal est un sacré gros morceau. Je trouve que Warner et Universal ont vraiment beaucoup trop d'importance pour que Disney s'attaque à eux maintenant. On savait que la Fox avait des problèmes financiers, mais je trouve que Paramount, ça pourrait être les suivants. Alors moi je vois ça, je suis assez terrifié, je n'aime pas ça du tout, c'est vraiment un gros fuck à la diversité, c'est confirmé encore dans le choix de scénarios, de situations qu'on voit entre les différentes dernières grosses productions de Disney, tout est uniformisé, c'est vrai, vous voyez, la plupart des gens, je suppose que vous avez vu le dernier trailer du film d'animation Spider-Man, c'est quelques minutes. Je pense que ça dure même pas 1 minute, je crois, le trailer. Ça explose complètement le dernier Spider-Man de Disney. Et c'est un film d'animation Sony. Donc moi, je te dis ça, voilà. Sony, c'est un autre studio que Disney. Regardez la liberté, l'énergie, la radicalité du dessin, du design, vraiment du dynamisme, quoi. Et voilà. Et ce que font Disney, c'est un teen movie à la con. Alors c'est un teen movie qui n'est même pas pour moi, j'ai envie de dire. La planète des singes, je fais Disney maintenant. Ouais, ben Dieu merci, Matrix a terminé sa trilogie, maintenant il va ailleurs. Au moins, ça aura pas fait de mal à Matrix pendant son projet. Donc ça, c'est plutôt bien. Enfin, je dis trilogie de Matrix. Le premier n'est pas de Matrix, mais on s'est compris. On va avoir des attractions Disneyland sur Titanic. Ben, je crois qu'il y a une attraction Avatar qui est prévue dans les parcs Disneyland. Après, vous savez, nous, on est en France, on regarde ça. On devrait même être détaché parce que c'est même pas notre cinéma à nous. Mais pour le patrimoine du cinéma mondial, ça fait quand même une différence. Hein. Et puis, il y aura tellement de trucs à gérer que peut-être pour nous consoler, ils devront quand même garder les exécutifs de la Fox pour gérer leur pôle de production de leur côté. Ils pourront pas tout gérer. Ou alors, s'ils veulent tout gérer, ça donnera plus de films globalement médiocres. Ce serait quand même dommage. Hein. Donc bon, faudra voir ce que l'avenir nous réserve, mais moi j'aime pas ça. J'étais très surpris, mais je pense peut-être dans 6 à 8 ans, il y aura peut-être une autre major qui passera sous l'échafaud. Oui, Sony a produit Blade Runner 2049, mais il fallait être aussi sacrément fou pour se dire que Villeneuve allait faire un gros succès. Hein. Le Villeneuve n'a jamais fait un gros succès. Hein. C'était vraiment du suicide. Encore une fois, dans leur tentative de créer des espèces de nouveaux génies au succès box-office et tout ça. Excusez-moi, on peut pas être Nolan à chaque fois. Donc les mecs, ils tentent des choses. Et ça, depuis plusieurs années, ils balancent des gros projets, mais des trucs hyper ambitieux sur des réals qui ne sont pas forcément, qui sont plutôt tendance à bien être appréciés par la critique, mais le public n'est pas forcément au rendez-vous. Et là, les mecs, ils se votent encore une fois. Faudrait que les mecs soient un peu plus consciencieux, quoi, dans leur choix de réal, parce que alors là, ça décrédibilise certains studios, et Disney, eux, ils s'en battent les couilles. Ils font des tonnes de films, ça rapporte une blinde. Alors ces films seront pas du tout. Alors il y aura aucun souvenir de ces films dans l'histoire du cinéma 100 ans plus tard. Hein. Mais en attendant, peut-être dans 100 ans plus tard, il y aura même plus de questions à se poser parce que tout le monde sera racheté par Disney. Hein. Donc j'aime pas du tout cette idée-là. On est dans une espèce de truc assez horrifique. Après, les gens qui, dans l'esprit d'économie, oui, c'est bien dans le business, ça fait moins d'adversaires et tout ça. Oui, très bien, dans la logique de business, oui, dans une logique de business. Dans une logique artistique, c'est une catastrophe. Même si la Fox, bien sûr, il y avait des connards à la Fox, il y a des X-Men qui ont été complètement, hein, vous vous rappelez, les trucs Wolverine, Origin et tout ça, hein, bien sûr, la Fox a fait de très mauvais films, il n'y a pas de souci, mais quand vous voyez les X-Men, vous savez très bien que c'était des films de la Fox. À aucun moment vous dites, tiens, ça a l'air d'être un film Marvel Disney. Jamais.
En tout cas, moi, je peux vous dire que je voyais X-Men, je voyais très bien que c'était d'autres films que les films Disney. Et c'est ça, la différence. C'est de voir tout d'un coup que ce film, ce n'est pas un film de ce studio, c'est un film de ce studio. Et vous, à un moment, vous le sentez même, que c'est pas du tout la même sensibilité. À plus grande échelle, vous verrez ce que vous perdrez avec l'absence de la Fox. Parce que là, on va dire les 5 prochaines années, on ne sentira pas la différence parce qu'il y a des projets qui sont déjà lancés avec l'aval greenlighté par la Fox, qui ne seront pas retouchés par Disney, le temps qu'ils mettent en place tout leur randam et leur cahier des charges, les producteurs à rénover, tout le conseil d'administration de la Fox, tout ça, ça va être rénové dans les prochaines années, mais on aura que le résultat clair de tout ce bazar dans 4-5 ans. On verra pas immédiatement ce qui se passera, mais dans 10 ans, on verra clairement la différence. Même le dernier Pixar n'était pas exceptionnel pour moi. Tu parles de Cars 3 ? Ah non, c'est vrai, il y avait Coco, tu vois, j'avais déjà oublié Coco. Le Coco, il n'était pas exceptionnel ? Je l'ai pas vu, hein. Je regarderai quand il sera sur Internet. Debra Killa, oui, il y a le produit, mais il y a aussi des produits qui sont mieux faits que d'autres. Sur certains aspects, je trouve qu'il y a des produits de la Fox qui sont assez réussis. Que la plupart des films Disney, quoi. Franchement, excusez-moi, mais les blockbusters que sortent Disney, j'ai l'impression qu'il y a uniquement que des films de super-héros et des films Disney live. Faut partir en Chine, je suis d'accord, Silver. Faut regarder des blockbusters chinois ou regarder des blockbusters. On va faire une petite transition. On va ou regarder des blockbusters qui sont peut-être d'une qualité légèrement différente, qui ont des sujets un petit peu différents, comme Dunkerque, Dunkerque de Nolan, distribué par Warner, qui a été un gros succès cet été. Alors j'ai eu le temps de le regarder à nouveau, ce qui commence à pointer son bout de grâce sur Internet. Il y a d'autres trucs qui m'ont un peu gêné. Mais je trouve que voilà, vraiment c'est très intéressant comme il l'a filmé le film, mais il y a deux trucs qui m'ont un petit peu gêné, c'est l'alternance entre l'IMAX et le 70 mm dans le ratio d'image. C'est-à-dire qu'une image IMAX, c'est un format plein, full frame, relativement carré, et le 70 mm c'est avec des bandes, c'est du 2,55 ou du 2,35. Je crois du 2,55, je ne vais pas me tromper, je ne sais plus exactement, mais en tout cas c'est avec des bandes, donc une image plus allongée. Quand on sort le Blu-ray, eh bien on a cette alternance entre les plans qui ont été filmés en 70 mm et les plans qui ont été filmés en IMAX. Du coup, c'est vrai que des fois on a des sautes. Tiens, on se dit, tiens, là on est de nouveau en 70 mm, oh là on est en IMAX, là on est en 70 mm, là on est en IMAX. C'est vrai que c'est pas agréable à voir, mais en même temps, c'est plutôt une démarche authentique de proposer l'image complète d'un film plutôt qu'une uniformisation par rapport à un format ou à un autre. Parce que dans les salles IMAX, le 70 mm il est gonflé pour avoir la taille de l'IMAX. Donc vaut mieux quand on achète son Blu-ray d'avoir l'image entière IMAX comme elle a été filmée et d'avoir la full frame quoi. Plutôt qu'une frame coupée pour s'aligner au 70 mm. Ça, ce serait dommage pour le coup. Parce qu'on n'aura jamais le cadre prévu par Nolan. On aurait un coupage 70 mm pour ne pas bloquer ces pauvres spectateurs qui ont des problèmes de lecture à passer d'un format à l'autre. Oh là là. Non mais c'est vrai que c'est un peu consternant quoi, de voir en fait la différence et les gens viennent se plaindre et tout ça. Alors que moi je trouve que c'est plutôt bien de nous laisser les ratios d'image. C'est vrai que c'est un peu perturbant, mais en même temps c'est plus honnête comme attitude. C'est artistiquement plus honnête. Même si en termes d'immersion ça peut faire un peu défaut. Et le deuxième point c'est bien parce que c'est complètement dans sa démarche et en même temps c'est pas bien parce que ça peut provoquer des fautes d'immersion. C'est le décor. Le décor de Dunkerque est un petit peu spécial puisque il n'a pas utilisé de fond vert. Parce que Nolan n'aime pas trop ça. S'il peut l'éviter, il le fait. Ce qui veut dire que quand on est dans des décors de ville, où qu'on a les maisons en fond de la plage, eh bien ce sont, dans ma sensibilité, des décors et des maisons et des bâtiments qui sont beaucoup plus récents que les années 40. Et c'est vrai que quand on fait un petit peu attention et qu'on regarde les maisons derrière, ou quand on a les avions qui passent et qu'on a un travelling d'accompagnement sur l'avion et qu'on regarde un peu les maisons en bas, j'ai l'impression que ces maisons, elles font un peu style 70-80 que années 40 pour certaines. Donc c'est vrai que ça peut vachement créer un défaut d'immersion, mais en même temps, c'est une idée d'authenticité.
Nolan ne nous ment pas en créant de fausses maisons. Mais en même temps, l'authenticité de la démarche nuit à l'authenticité de l'époque. Donc il y a c'est là où il faut accepter un contrat. Son contrat à lui d'authenticité. Vous montrer le moins de choses refaites que possible. Il y a des astuces qu'il a pu faire au tournage, pour les foules par exemple, mais concernant les décors, il a laissé tel quel. Voilà, comme tu dis, des maisons avec des Velux, exactement. Il a laissé tel quel, ce qui nous donne encore plus l'impression, quand on voit Dunkerque, quand on fait attention à ce détail, de voir une espèce de vitrine de film de guerre, plutôt qu'un film de guerre même. Ce qui a un côté un peu méta intéressant, mais du coup, ça peut encore un peu nuire à l'immersion. Quand on dit film parfait, on pourrait encore faire davantage pour faire chier à peu près n'importe quel film. Il aurait dû faire son Fincher. Je pense que Nolan n'a pas cette fibre de la modification numérique. Et c'est peut-être bien comme ça, parce que voilà, c'est son choix à lui de laisser les choses comme elles sont. C'est un choix honorable. Moi, je n'ai pas trop eu de mal avec ça. C'est vrai que je l'avais pas remarqué quand j'ai vu le film pour la première fois. Ce qui est le plus important. Mais après, c'est important d'en s'en rendre compte. Et j'ai envie de dire, moi, de l'accepter. Moi, je l'ai accepté. Moi, je vous fais cette petite confidence comme ça dans le live. J'ai eu le temps de le revoir. Il y a ce souci d'authenticité. Il ne tient qu'à vous de l'accepter. Si vous ne l'acceptez pas, très bien. Ben, écoutez, j'espère que le film vous aura au moins diverti. Mais voilà. C'est un film quand même un peu spécial puisque c'est les années 40. Nolan a essayé de retranscrire comme il pouvait et récupérer sa démarche de prendre des bateaux d'époque et les avions d'époque et tout ça. Il y a cette idée de vitrine, de démonstration qui est encore plus flagrante quand on voit le décor de la ville moderne. On a l'impression que la plage et l'eau du film, c'est un film de guerre sous cloche de verre. Voilà. Une question de Luc Aubry qui m'avait posé sur Facebook la question suivante concernant ta documentation. Est-ce que tu vas dans les bibliothèques pour consulter des ouvrages, des périodiques ou des articles de presse sur les films dont tu vas parler? Et comment fonctionnes-tu pour la prise de notes? J'avais déjà un peu répondu à ce genre de questions dans les FAQ précédentes, mais je veux bien répondre encore une fois. Pour ma documentation, généralement je ne vais pas en bibliothèque pour... à part si c'est spécifique. Je vais pas en bibliothèque pour ça, parce que c'est un peu laborieux. Et puis des fois, il y a des bibliothèques qui ont perdu certains trucs, donc il faut que tu ailles dans une autre, et blablabla. C'est un peu la course à la documentation à Paris, c'est très énervant. Mais pour certaines choses spécifiques, je vais en bibliothèque. Mais pas forcément à chaque fois, hein, mais c'est plutôt rare. Hein. Mais pour la rétrospective, par exemple, je suis allé en bibliothèque. Mais généralement, pour les vidéos critiques que vous avez sur la chaîne, je ne vais pas en bibliothèque. J'en ai pas besoin. À part si je veux faire quelque chose de spécial, bien sûr. Et comment fonctionnes-tu pour la prise de notes? Généralement, je regarde le film, je prends des notes, je fais une razzia sur internet de tous les textes que je peux trouver en anglais et en français, je le fous dans un traitement de texte, je fais le tri, je nettoie tout, je traduis tout, j'enlève tout, je synthétise tout, je garde des morceaux, je garde des noms, je garde des phrases, je garde des mots et tout ça. Je reforme tout dans un traitement de texte. Pendant que je fais la liaison avec tout ce bazar, je revois le film encore une fois, parce que des fois j'ai des nouvelles idées avec ce qui ont été dit dans les autres textes. Et après je mets en forme, selon une logique assez classique. Présentation, histoire véhiculée par les personnages, donc deuxième partie personnages. Et après une histoire aussi qui est mise en scène, donc mise en scène, production, musique, post-production, images, etc. Et après la conclusion. Sur la quasi-totalité des films que vous avez sur la chaîne, c'est comme ça que j'ai procédé. Avec des fois des sous-parties plus importantes, hein. Des fois il y a des petites variantes, ou des fois les thèmes du film, ça rentre dans la catégorie histoire, voilà. Donc bon, il y a une amplitude en fonction du sujet, mais généralement c'est comme ça que je fais en termes de prise de notes. Ah oui, mais ça c'était important, c'était aussi un événement sur en tout cas le paysage YouTube de cinéma. C'est l'arrêt de vidéo de Every Frame Painting, qui était la chaîne d'essai vidéo cinéma la plus appréciée du monde anglophone. C'était vraiment de très bonnes vidéos. Les sujets étaient très intéressants, c'était très bien monté. Et les mecs, ils arrêtent. Ils étaient deux.
Et je trouve ça un peu triste, comme disait Mosinor, la vie continue. Écoutez, moi je trouve ça triste, mais j'avais lu ce qu'ils avaient dit sur leur blog concernant l'arrêt de la vidéo, c'était assez intéressant. Il y avait aussi des pistes sur comment brouiller les pistes au radar de YouTube, mais c'est encore une fois, c'est une technique de branquignol, quoi. C'est jouer avec la rapidité de l'image, le montage et tout ça, mais ce n'est pas un truc fiable. Il faut faire des tests monumentaux et voilà, il faut vraiment être prêt à passer plus de temps à tester la vidéo qu'à faire la vidéo même. Donc bon, moi j'ai pas envie de m'amuser à faire ce genre de truc, surtout qu'à un moment qui sera pas fait comme un autre, le YouTube il va quand même te détecter, ou simplement de la détection visuelle manuelle, ça c'est le pire. Every Frame Painting est donc parti. The Nerd Writer des fois sort des vidéos sur le cinéma, pas tout le temps mais des fois ça le fait. Je trouve des fois son contenu vraiment pas terrible. C'est pas forcément, je pense, un spécialiste. C'est plutôt bien fait, ça c'est vrai. Mais je trouve des fois le contenu vraiment un peu flemmard, genre 5 minutes, mais pour vraiment dire des banalités. Enfin, des banalités qu'on peut trouver dans un texte à peu près construit sur le même sujet. Donc bon. Et des fois, des choses qui sont, je trouve, hors sujet. Voilà. Bon. Je vais pas me pesantir davantage dessus, mais j'étais quand même un peu... Tiens, film painting, hein, bon. C'est dommage. Ça ferait plus de vues pour nous. Pour nous les Français. Et pour moi aussi, bien sûr. Non mais le mec. Non mais c'est même pas le public que je vise, puisque là ce sont des essais vidéo. C'est plus ambitieux de faire des essais vidéo. Écoutez, on va peut-être s'arrêter là. On va pas tirer la corde. C'est pas grave si la partie est un petit peu plus courte. On aura parlé un peu de Disney. On aura fait 2-3 trucs. Je vous remercie d'être venu. Alors, pour la semaine prochaine, il y aura peut-être 2 lives. Il y aura un live peut-être vendredi soir et un live le samedi soir. Mais ce seront des lives beaucoup plus courts. Ça me permettra quand même d'avoir fait un peu des FAQ avec vous. Mais ce sont des lives plus courts, je vous préviens. Parce que vendredi, je pense que je pourrais faire un petit peu de live. Et le samedi soir, je pourrais pas faire longtemps parce que le lendemain, je pars très tôt. Donc je vais pas pouvoir faire jusqu'à minuit là comme ça. Donc écoutez, je vais monter dans la semaine cette partie-ci, vous l'aurez. Et alors c'est pas sûr que je fasse de live, hein. Ça c'est pas sûr certain, mais bon, quand même. Ce sont des lives de peut-être 1h30, 2 heures, pas plus. Enfin on va essayer, hein. Donc voilà, vous êtes prévenus et du coup, j'espère que ce live vous aura plu, que la FAQ qui arrivera en replay vous plaira aussi. Et écoutez, je vous souhaite de passer un bon dimanche, un bon jour du Seigneur, et je vous souhaite une très bonne semaine et peut-être pour les gens que je ne revois pas les prochains lives, de très bonnes fêtes, une très bonne année, tout ça. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Cinefiles. Allez, salut!